La ligne Maginot est une ligne de défense construite pendant l'entre-deux-guerres qui s'étend le long des frontières du nord et de l'est de la France jusqu'à la Méditerranée. Elle tire son nom du ministre de la guerre de l'époque, André Maginot. La plupart des forteresses restèrent invaincues et contrairement aux idées reçues, la ligne Maginot a bien joué son rôle puisqu'elle a obligé l'ennemi de l'époque, les Allemands, à la contourner. En Lorraine, ce sont des dizaines d'ouvrages qui ont été construits à partir de 1929. Casemate et Blockhaus viennent renforcer la ligne de front entièrement protégée de fils de fer barbelés et de rails anti-chars. Partant des environs de Longuillon, en Meurthe-et-Moselle, pour arriver du côté de la Sarre, à proximité de l'Alsace, nous accompagnerons des passionnés de la fortification pour visiter, avec eux, principalement 3 secteurs lorrains de la ligne. À Fermont, Gilbert Leroy et Adelmo Scacaglia nous présentent cet important ouvrage qui a vaillamment résisté aux assauts du 21 juin 1940. Chez Michael Serramour, nous retrouvons 3 photographes passionnés par la ligne Maginot qui échangent autour des fresques peintes par les soldats. Nous irons voir ces fresques sur place à Estroff avec Mathieu Pister pour guide, en compagnie de Charles Ledigue et Arnaud Jaffard qui participeront non loin de là à une reconstitution. L'ornithologue Alain Tringvel et Philippe Cueillère, férus d'histoire, croiseront leur point de vue sur un secteur méconnu, la ligne Maginot aquatique. Tu vois, Adelmo, je suis content que notre équipe de mécaniciens a enfin trouvé pour réparer cette tourelle. 265 tonnes, tu te rends compte? Oui. C'est quand même pas rien, hein. Et puis elle a quand même rempli une fonction bien définie, hein. Elle a défendu le fort pendant au mois de mai 40, là, et les Allemands n'ont pas pu s'approcher du fort. Ils ont été obligés de faire un détour pour arriver et pour essayer d'attaquer le bloc 4. Là, c'est qu'ils ont été obligés de le percer même, hein, pour pouvoir y pénétrer. On est au point le plus élevé, là, avec la ville de Longuillon, là, qui se trouve pas loin. T'as la ferme de Chapy qui est pas très loin. Et puis on a aussi 80 ans après, on voit encore les entonnoirs de la bagarre du mois de mai 40. D'après les archives de l'armée allemande, l'état-major d'Hitler avait admis dès le départ qu'il était impossible d'enlever de front un ouvrage aussi puissant que celui-ci. Aussi, les Allemands ont-ils attendu l'arme au pied l'heure de l'armistice. Ailleurs, ils ont tenté, pour des raisons de prestige, des attaques frontales avec de gros moyens, aviation et mortiers de 420 mm. Ni le béton ni le cuirassement n'ont été entamés et les ouvrages tenaient encore le 2 juillet 1940. La ligne Maginot a bien joué son rôle de dissuasion et de défense. Si les ennemis de l'époque sont passés, les raisons sont à chercher ailleurs que dans l'épaisseur des murs et la qualité des cuirasses. Ici, à 30 mètres sous terre, aucun obus de l'époque ne pouvait atteindre les 3 km de galeries qui relient les 7 blocs. Pour construire un tel édifice, 600 ouvriers ont travaillé là pendant 4 ans et des entreprises locales se sont développées grâce à ces chantiers. T'as reçu toutes les pièces? Oui, tu m'avais dit qu'on avait toutes les pièces. Aujourd'hui, entretenir de tels espaces, de telles machines, demande aux bénévoles de l'association de longues heures de travail et un budget conséquent. Et le monte-charge du bloc 1, là, il refonctionne puisqu'il était dans l'eau complètement. C'est pour ça qu'il y avait une pompe qui s'était arrêtée de fonctionner et donc tout avait été noyé dans l'eau. Et on a eu quelques problèmes avec le boîtier là, mais maintenant ça a l'air de s'arranger, ça ne déclenche plus. Ouais, il faut dire que c'est des boîtiers d'origine, hein. Ils ont plus de 80 ans, alors de temps en temps,
ça tombe en panne, c'est vrai qu'il faut surveiller continuellement. Hein. Avec l'humidité, quoi, ça fait aussi. Ah, bah, l'humidité, ça joue un grand rôle. Ouais. Vous avez regardé aux égouts cette année? Oui, oui. Ça fait? Ah, bah, c'est bien. Bon, je te suis, on va continuer. Le fort est ouvert au public depuis 1977. Les milliers de visiteurs qui passent ici chaque année contribuent au maintien du bon fonctionnement des lieux. Et le fort de Fermont reste une des vitrines de la ligne Maginot. Arnaud Jaffard est photographe. Il s'est pris de passion pour l'ensemble des constructions de la ligne, du nord au sud de la France. Il rencontre aujourd'hui Michel Mansuy, photographe de métier à la retraite, qui est partie prenante dans la sauvegarde de la ligne Maginot. Alors, toujours en chasse-image, hein, ouais, bah, comme d'habitude. Ouais. Oh, j'en ai surtout pour le nouveau musée avec l'expo Tourelle et compagnie. Ah oui, d'accord, ouais. Et là, ça marche alors là. Ouais, bah, je suis pas encore rentré pour le moment. Ouais, bah c'est parfait. Ah bah voilà, tiens. Salut Michel. Bonjour Adelmo, bonjour, bonjour. Ça va, oui? Ça va, tu tombes à pic là, tiens, on a besoin bien, de toi. On est content de te On voir. peut visiter un petit peu le musée et puis tout ce qu'il y a de nouveau dedans. Bah, bien sûr, bien volontiers. Voir le panorama de la tourelle de Bréhat. Ah, bah, tu verras qu'il y a du changement. Hein. Jean-Yves Marie il passe pratiquement ses journées et ses nuits avec les bénévoles. Et il faut dire que les visiteurs, ils sont... Le musée qui jouxte le fort présente une tourelle de tir qui provient d'un ouvrage proche, le fort de Bréhat. Ici, Arnaud veut se rendre compte par lui-même de la qualité d'un panorama peint par un artiste soldat. Ce type de panorama pouvait aider les artilleurs à visualiser leurs tirs, car de l'intérieur de la tourelle, ils n'étaient pas en mesure de voir le paysage. Tout le paysage, tout le panorama est bien retracé, notamment les réseaux de rails anti-chars qu'on voit quand même en haut. L'autre tourelle aussi mitrailleuse. L'autre tourelle de mitrailleuse, oui. Sur la roue avec la route. Oui, d'accord. Le moindre détail figure au-dessus. C'était au millimètre près, hein, vraiment. C'était pour les tirs, finalement. Pour les tirs, oui, pour ajuster au tirs. maximum. La précision des tirs était quand même lue sur ce panorama. Donc ça, vraiment peint comme ça, c'est très rare. Hein. Très, très rare. Parce qu'il faut se souvenir que le fort de Bréhat, il est complètement en forêt, hein, et qu'il a fallu... C'est de cet ouvrage, aujourd'hui abandonné, que provient la tourelle que nous venons de voir. Là aussi, des centaines d'hommes se sont relayés pour tenir le fort. L'ouvrage de... Ouais, de Bréhat. c'est l'entrée, donc, mission de l'ouvrage de Bréhat, le A6, dans l'état où il est, malheureusement. Hein, faut se mettre encore dans la tête qu'en 1940, il n'y avait pas de végétation comme ça. Hein. C'est toujours le même problème. Hein. On vient 70 ans plus tard, nous autres. Mais enfin, bon, on verra déjà ça. On puisse transmettre la mémoire, c'est déjà le principal. Hein. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer quand on le voit comme ça qu'il a pu être en terrain bien dégagé. Ouais. En plus, il s'est battu. Hein, là, le commandant Vanier, qui était le commandant de l'ouvrage, ils ont tiré 4000 obus sur Longwy en 1940. Hein. Ouais. Donc, il ne faut pas croire, il y a quand même eu une grosse part de combat de la part de l'ouvrage de Bréhat. Hein. 8 blocs, c'est déjà très, très important. Je crois que c'était le plus gros ouvrage du secteur fortifié de la Crune, d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'il est que, lui, il est que sous tourelle en plus. Il n'y a pas de, bloc quasiment. Ouais. Non, mais c'était assez impressionnant, ça. Ouais, Michael Serramour est docteur en histoire. Il s'intéresse particulièrement aux peintures murales et autres témoignages peints ou sculptés laissés par les soldats. C'est à ce titre qu'il a demandé à Michel Mansuy de le retrouver aujourd'hui. Arnaud, salut Mickaël, ça va? Qu'est-ce que tu nous as trouvé? De le trouvaille. C'est la 5e batterie ici du 151e régiment d'artillerie de position. Donc tu as l'insigne, c'est l'un des plus grands insignes en béton de la ligne Maginot. Il fait 3 mètres. 3 mètres, oui, il fait 3 mètres. Donc il est en béton, c'est un coffrage, c'est un grand coffrage en bois qui était apposé pour fixer cet insigne au sol. Et tu as la devise en haut sur la rondache, fais ce que doit. Fais ce que doit, qui est partiellement effacé. Les canons croisés. D'accord. Qui apparaissent donc c'est censé représenter la tourelle de 75. Alors c'est la tourelle d'artillerie de Bréhat,
Bréhin est l'ouvrage qui a le plus tiré de la ligne Maginot. Donc tu as la tourelle d'artillerie en batterie, les feux croisés, en haut la partie légèrement bosselée, les nuages, et puis devant le réseau de barbelés, le réseau défensif antipersonnel. Avec le réseau de rail aussi. Qui entourait les ouvrages de la ligne Maginot. Bah, c'est magnifique ça. Hein. C'est magnifique. Hein. Ah bah moi, ça j'en reviens pas. Comme quoi on en découvre tout le temps. Hein. Alors Arnaud, donc tu fais des photos sur la ligne Maginot depuis combien de temps à peu près? Bon, ça doit faire à peu près 6-7 ans. Tu as parcouru tous les ouvrages de Lorraine, Alsace, tu travailles un peu sur tout ce qui existe en Maginot ou tu es spécialisé? Pour spécialiser, non, pas vraiment, non, mais c'est plus tout ce qui est traces de vie, justement, donc tout ce qui est représentation murale, fresque, peinture, moulage, entre autres. Michael vit à Mercy-le-Haut, dont la célébrité locale n'est pas sans lien avec la ligne Maginot. Albert Lebrun fut président de la République française de 1932 à 1940, après avoir été sénateur. Donc tu sais Michel qu'en tant que sénateur, Albert Lebrun a influé sur le tracé de la ligne Maginot. Il fait s'arrêter en Moselle. Et donc avec les lobbies industriels du bassin de Briey, eh bien, il a influencé pour que la ligne Maginot s'étende et couvre tout le nord du département de la Meurthe-et-Moselle. Ce qui fut effectivement le cas à partir de 1930 et jusqu'en Il y a la protection des industries obligatoire aussi. La protection des industries, le problème de protection du saillant de Longwy. Comme ça, tu vois la Lorraine quand elle veut faire parler d'elle. Au numéro 12 de la rue Albert Lebrun, la maison natale de l'ancien président. Au numéro 9, Michael Serramour. 20, distribution, matin de 9h à 11h, le soir de 16h à 18h. Grand cru à 17. Oui, mais bon, on ne dit pas ce qu'on faisait après 18h aussi. C'était plus le pinard qu'on buvait là. Hein. 30 mètres super, il fallait quand même... oui, il fallait un petit peu changer les idées. Se détendre un peu, surtout pendant la drôle de guerre. Mais bon, le graffiti, encore, tu sors ton crayon, tu peux le faire discrètement, le graffiti. Mais la peinture, il faut les pinceaux, il faut le matériau pour créer. Donc là, tu as toujours la hiérarchie derrière. Mais l'aspect de solitude était un peu cassé grâce à ces couleurs déjà, d'une part. Et puis ensuite, ce qu'ils avaient à faire, c'était quand même de se régaler un petit peu de... Ils reproduisent ceux qui n'ont pas. Ils n'ont pas de vue sur l'extérieur, ils font des fenêtres en trompe-l'œil. Ils n'ont pas de femmes parmi eux, leurs épouses ne sont pas, donc ils les reproduisent sur les murs. Oui, la femme, bien sûr, qui leur manquait énormément. C'est des placebos iconographiques. Oui, tout à fait, tout à fait. La fresque pouvait être une aide pour lutter contre un mal mystérieux qui sévissait à l'intérieur du trou, la bétonite. Un peu de couleur dans le souterrain où règne le froid, l'humidité, où la résonance du béton amplifie le moindre son. En Moselle, le bois de la Bousse abrite un ouvrage riche en fresques qui fait partie du secteur fortifié de Boulay. Là aussi, les bénévoles travaillent à maintenir les lieux en état. Mathieu Pister est l'un d'eux. Il accueille Charles Ledigue, président de l'association de sauvegarde des casemates de Huberbusch. Ah bah le voilà. C'est l'ordre. Salut. Arnaud est un ami de Charles. Ils en profitent pour visiter ensemble ce fort, communément appelé le fort aux fresques. Et donc voici la maison des soldats. 149 soldats du 162e régiment d'infanterie de forteresse. Ça fait une petite trotte. Ouais, 343 mètres, on l'a mesuré. Là, on va tourner tout de suite à droite. C'est la galerie pour aller au PC et aux centrales téléphoniques. C'est là où il y a la fameuse fraise. La fameuse fraise de la popote, ouais. Ouais, c'est là, dans le mess des officiers. Donc, on peut voir, elle s'appelle la fraise de la popote. Bon, c'est l'une des plus connues de la ligne Maginot. Hein. Bon, c'est une sorte de caricature des officiers de l'ouvrage, un petit peu, en quelque sorte. Ici, on a le médecin-chef Caro qui s'est enfermé dans la salle des tortures, qui est en fait l'infirmerie, puisque dans la ligne Maginot, il n'y a pas de salle des tortures. On peut le voir quand même à quelques instruments, à la table. Et puis de l'autre côté, il y a le commandant de l'ouvrage, ici en habit de magistrat, le capitaine Wolf, qui mène l'assaut avec ses officiers. Autrement, on peut voir quand même que la fresque n'a pas été terminée côté couleur. Ici, on voit une souris, on voit quelques couleurs, par exemple là, le fusil du chevalier de Moulins. En fait, on l'appelait chevalier de Moulins tout simplement parce que le régiment venait de Moulins-les-Metz.
Et autrement, aussi, on peut voir quelques stalactites sur le dessus, ce qui prouvait qu'à l'époque, ils avaient déjà quelques soucis d'humidité. Ah, ça te dérange si j'en fais une prise de vue ou deux Non, vas-y, oui, on va s'écarter un petit peu pour j'ai qu'il ait de la besoin un place. peu de place. Arnaud continue de prendre des clichés de fresques. Ici, la salle des Mickey. La souris de Walt Disney était très populaire en Europe durant les années 30 et 40. C'est sous terre, mais c'est quand même des ambiances qui sont... c'est pas sans rappeler tout ce qui est sous-marin, quoi. Ouais, c'est pour ça que les soldats dans un ouvrage s'appelaient l'équipage. Le commandant d'ouvrage, le Pacha. Ouais, aussi. Il y a pas mal d'analogies, quoi, moteur et compagnie, quoi. Oui, ici on a aussi une usine pour produire l'électricité pour pouvoir être en autarcie. Ouais. Et les moteurs qu'on a au fond dans l'usine sont de Mark Smim, qui est la société des moteurs de l'industrie et de la marine. Ouais. Il y a aussi les périscopes là, qu'on a installés dans les cloches d'observation. Voilà, bon, on va voir les moteurs. S'il reste aujourd'hui des ouvrages de la ligne Maginot capables de transmettre la mémoire de tout un pan de notre histoire récente, c'est grâce à ce réseau d'associations, de passionnés bénévoles qui ne comptent pas les heures passées à travailler dans le froid et l'humidité. Éviter que les lieux ne soient saccagés, protéger les fresques des tags, des moisissures, entretenir, réparer les machines, sauver les pièces de l'époque, la tâche est d'une ampleur titanesque. Non loin de Sarreguemines, entre Host et Vitrin, la ligne Maginot prend un autre aspect. Sur cette partie, appelée Trouée de la Sarre, étangs artificiels et barrages forment un système qui pouvait permettre rapidement d'inonder toute une vallée et rendre son franchissement difficile. Cette ligne Maginot aquatique s'étendait sur une trentaine de kilomètres. Il en reste de vastes étangs qui font aujourd'hui le bonheur de nouveaux adeptes du camouflage. Alain est ornithologue. Il participe à l'entretien d'une cabane d'observation sur l'étang de Hoste-Haut et s'y rend dès qu'il peut. Là, nous sommes sur un étang de la ligne Maginot aquatique et puis on est sur un endroit qui est... C'est pas une réserve naturelle, mais c'est un endroit qui est propice à l'observation des oiseaux et on va dire qui a été aménagé quand même pour qu'il y ait une zone de quiétude pour observer le maximum d'oiseaux ici. Donc au niveau ornithologique, on ne voyait pas du tout les mêmes espèces qu'on peut voir actuellement. Au départ, c'est vrai que ces étangs-là, ce sont des ouvrages qui n'avaient pas vocation à devenir des zones pour l'observation de la nature, des ouvrages militaires, quoi. Et puis c'est vrai qu'après 60 ans de recul, l'intérêt est diversifié et c'est vraiment bénéfique pour un ornithologue, mais pas seulement, puisqu'à côté de ça, il y a toute une flore intéressante qui se développe et au printemps, ça siffle, ça gazouille de partout et puis c'est très vivant et les oiseaux passent, ils vont chercher la nourriture pour les petits. Nouveaux paysages, nouveaux attraits. La présence des étangs influe sur l'économie du secteur. Baignade, pêche et cadre de vie ont fait venir de nouveaux habitants dont un grand nombre n'hésite pas à traverser quotidiennement les anciennes proches frontières. Oui, j'ai fait un petit saut. Bon, c'est assez calme. Un grès bupé qui valait un petit poisson, là, une petite scène sympa, mais bon, on attend les passages de grue, mais c'est relativement calme. Et toi ? Ouais, moi je suis venu là pour aller voir un peu le panneau qui a été mis en place, le nouveau panneau sur le bâtiment. Tu l'as déjà vu ? Non. Bien, on va aller voir. Ah oui, sympa. Hein. Ça permet aux visiteurs d'avoir une information historique sans qu'il y ait pour autant besoin d'un guide sur place. Les gens pêchent, ils s'y baignent dans ces étangs, mais enfin peu savent ce qui s'y est passé réellement. Donc là c'est quand même une occasion
Donc voilà, on arrive devant le local des siphons, donc c'est là-dedans qu'il y a tout le système de régulation et ça permettait d'inonder la vallée en aval. Donc si tu veux, on va jeter un coup d'œil. Voilà, on n'a pas souvent l'occasion d'y rentrer. On a 4 siphons. Là, on en a dégagé un pour expliquer, mais on en a 4 en tout. Donc on peut imaginer qu'au maximum, on pourrait évacuer 8 mètres cubes par seconde. Donc ce qui est énorme, sachant que le principe des inondations défensives, donc c'est de fermer le barrage, d'ouvrir les vannes des étangs et en 36 heures, pouvoir inonder la vallée. Donc ça, c'est une façon d'alimenter les inondations, mais l'autre façon, c'est par les vannes à crémaillère qui sont de l'extérieur et que je te propose d'aller voir tout de suite pour t'expliquer le fonctionnement. C'est quelque chose de très simple, c'est simplement une vanne à crémaillère. Donc on enlevait le capot qui est là-dessus, on y mettait une manivelle, et en fonction de la hauteur de levée de la crémaillère, on connaissait exactement le débit d'eau qu'on évacuait de l'étang vers l'inondation en aval. Et donc, si tu veux, donc le barrage était fermé, là on évacue l'eau et ça va se mettre en inondation très rapidement. Donc si tu veux, on va aller voir un barrage, comme ça tu comprendras l'ensemble du système. Tout à fait. Là, on a l'étang qui constitue la réserve d'eau, et nous, donc, on se situe au niveau du barrage où on va interrompre le niveau de l'eau. On comble l'espace entre les deux par des gravats, ça crée un bouchon, l'eau ne peut plus s'évacuer, donc l'inondation va monter tout doucement. Et comme j'ai dit, comme on est sur les installations militaires, il faut inonder rapidement. Donc à ce moment-là, une fois que le barrage est fermé, on ouvre les vannes des étangs, le niveau monte et en 36 heures maximum, on a inondé toute cette vallée-là. Le 14 juin 40, les Allemands vont attaquer avec effectivement l'ambition de percer ce jour-là. Simplement, le soir au 14, ils seront pratiquement sur leur base de départ sans avoir réussi à progresser. Et même si à quelques endroits, ils ont grignoté la position, à aucun endroit, ils n'ont réussi à passer et à exploiter ces petites brèches qu'ils avaient réussi à faire. Donc clairement, pour les Allemands, c'était un échec ce jour-là. Malheureusement, pour les soldats français, on ne pourra pas considérer ça comme une victoire au sens militaire, parce que bien que les soldats se soient bien battus toute la journée, on leur donnera l'ordre le soir d'abandonner la position. Donc une bataille qui aura été très sanglante, 2000 morts entre les Allemands et les Français ce jour-là, sur un front d'une trentaine de kilomètres. Le 14 juin, on va avoir 90 000 Allemands en première ligne d'un côté. En face, on aura 17 600 Français en première ligne. Et donc, on arrive aux endroits où il y a eu les plus gros combats, on arrive à un ordre de 10 contre 1. C'est à peu près malgré ça, on a réussi à résister. Et malgré ça, ils ont réussi à résister toute la journée. Donc Philippe, si je compte bien, il y a 72 ans, cette zone-là était complètement inondée. Tout à fait, l'inondation arrivait jusqu'au haut du barrage. Donc c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer que c'était inondé. Et même pour les gens à l'époque, la population ayant été évacuée en septembre 1939, quand ils sont partis, c'était pas inondé. Et quand ils rentrent en août-septembre 40, c'est plus inondé parce que les Allemands avaient rouvert les barrages. Donc les gens n'ont jamais vu que c'était réellement inondé. Donc ils ont du mal à le croire. On a les preuves par les photos. Par les photos, tout à fait. Oui. Mais j'imagine maintenant le retour. Nous sommes devant les casemates de Huberbusch. Ici, on honore le souvenir de la 51e Highland Division, l'unité britannique venue d'Écosse pour combattre dans ce secteur fortifié aux côtés des Français en 1940. Ce soir, les associations du secteur élargissent leur travail de mémoire à tous ceux qui ont combattu ensemble pour défendre une même cause, la paix.